Bonjour et merci d'être avec nous pour Dimanche en politique. La ministre de l'Environnement, de l'Énergie et des Relations internationales sur le climat est notre invitée. Un drôle de vent souffle en ce moment sur la France. Les actes de violence contre les enseignants, contre les policiers. Là, à gauche, le doute s'installe autour de François Hollande. Et si Ségolène Royal se lançait dans la course pour 2017, 10 ans après sa première candidature? Bonjour Ségolène Royal, merci d'être sur ce plateau. La question se pose parce que vous savez que la piste revient depuis quelques jours. Et si Ségolène Royal y allait? Vous allez tout nous dire ce midi, évidemment. Je vais tout vous dire pour sauver la planète et gagner la bataille du climat. Mais pour vous, pour 2017. Mais je viens de vous répondre. Bon, mais sauver la planète et gagner la bataille du climat. Mais on en saura plus quand même, asseyez-vous, je vous en prie. Votre mission sur le changement climatique va bientôt s'achever parce que la question qui va se poser après, c'est qu'allez-vous faire après la présidentielle? Donc, on y reviendra. On va commencer par le fait de la semaine. Les policiers dans la rue cette semaine, des policiers qui disent ne plus vouloir être des cibles. L'hymne national en rang, le dos tourné pour rester anonyme, c'est le rituel tous les soirs, symbole de la mobilisation policière à Nice. Des policiers de plus en plus mobilisés. Ils étaient près de 2500, rassemblés cette nuit partout en France. J'ai subi une grave agression et les individus n'ont eu que 2 voire 3 ans de prison avec sursis. C'est-à-dire que moi j'ai des séquelles à vie. Et bilan des courses, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils sont tranquillement dans les rues. On est là pour protéger le pays, c'est sûr. On est là pour faire notre travail comme tout le monde. Mais on n'est pas là pour brûler vif dans une voiture. Devant les terrasses des cafés, des clients interloqués et d'autres qui montrent leur soutien. Ils manifestent, c'est très bien, il n'y a pas assez de police, je vous jure, ils n'ont pas assez de moyens. Défiance vis-à-vis de leurs supérieurs, mais également des syndicats. On s'est affranchi de nos syndicats tout simplement parce qu'ils ne sont pas représentants, ils se revendiquent représentants du personnel, en aucun cas ils le sont. François Hollande a prévu de recevoir les représentants syndicaux des policiers en début de semaine prochaine. Ségolène Royal, ces images de policiers avec le drapeau tricolore qui appellent à la démission parfois aussi, soit du ministre de l'Intérieur, on a même entendu la démission de François Hollande. Est-ce que ça vous choque ? Ce qui me choque, ce sont les attaques que subissent les policiers et les gendarmes, avec une violence qu'on n'avait jamais connue jusqu'à présent, parce qu'il y a même des tentatives d'homicide contre les forces de l'ordre. Je voudrais rappeler que la police et la gendarmerie constituent un des piliers de la République, parce que ce sont eux qui protègent, ce sont eux qui appliquent la loi, donc ce sont eux qui rétablissent à la fois la justice, mais aussi l'ordre. Et par conséquent, la nation est solidaire des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, les Français l'ont montré. Et lorsque les policiers et les gendarmes ont subi ces attaques terribles, ils ont été les remparts contre le terrorisme. La population française, souvenez-vous, a manifesté sa solidarité très forte. On change de climat, là. On a changé de climat au Mais là, sens... non, mais les policiers dans la rue masqués, vous voyez, cagoulés, ça fait drôle quand même. Écoutez, ce qui est important, c'est de répondre à leurs inquiétudes. C'est ce que fait le gouvernement. Le président de la République, vous venez de le dire, les recevra en début de semaine. Ce qui est très important aussi, c'est que, je le répète, la nation soit solidaire des forces de l'ordre, soit bien consciente à la fois de la difficulté de la tâche et en même temps des exigences qui pèsent sur eux. Justement, parce qu'il y a le fond aussi. Les policiers qui manifestent là, ils dénoncent une justice laxiste. Vous avez entendu le policier qui dit « moi je me suis fait attaquer et ceux qui m'ont attaqué ont été remis en liberté ». Est-ce que ça aussi vous le comprenez? Vous savez, les policiers sont ceux qui appliquent les décisions de justice. Donc on ne peut pas, dans une démocratie, opposer la justice et les forces de l'ordre. Mais là, c'est eux qui s'opposent. L'un et l'autre se consolident. Mais là, ce sont eux qui s'opposent. Peut-être que certains, dans l'exaspération, un certain nombre de choses sont dites, mais je vous rappelle les principes du fonctionnement constitutionnel d'un État qui fonctionne bien, c'est la coopération et la solidarité entre la justice. Mais la justice n'est pas trop laxiste à vos yeux. Et les forces de l'ordre. Mais comment pouvez-vous dire cela? On n'a jamais vu autant de prisonniers en prison. Il y a une surpopulation carcérale. Il faut protéger, il faut respecter la justice, il faut respecter la police et la gendarmerie et surtout faire en sorte, et c'est ce que fait à la fois le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, de travailler ensemble. Vous savez, j'ai connu des années où il y avait une opposition entre la justice et l'intérieur. Ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, il y a une cohérence, il y a une solidarité, il y a une réflexion commune entre la justice et l'intérieur. Et cette violence, elle ne touche pas que les policiers, c'est dans la société, les enseignants aussi qui sont victimes d'actes de violence. Pourquoi personne n'avait vu ou voulu voir venir ça ? Il y a une montée des violences en général. Toutes les sociétés sont frappées par cette montée de la violence. Mais ce n'est pas une fatalité, absolument pas. C'est-à-dire qu'il faut renforcer
les critères éducatifs, il faut renforcer la prise de conscience des citoyens. Je crois que les citoyens sont parfaitement conscients. Il faut que toutes les institutions jouent leur rôle. La famille d'abord, la famille, l'éducation par les parents, l'école également, les institutions, les médias. Tout le monde doit jouer son rôle. Ça, c'est ce que vous dites depuis des années. On a l'impression que, vous le disiez, c'est vrai, y compris dans la campagne de 2007 avec l'ordre juste. Oui. Personne n'avait vu arriver ça. Pourquoi on réagit seulement maintenant? Non, on ne réagit pas seulement maintenant. Il y a des phénomènes de violence qui surgissent, qu'il faut traiter le plus rapidement possible, bien évidemment. Il y a une accentuation de cette violence parce que aussi le monde est très violent. Et en même temps, je vous le répète, il n'y a pas de fatalité. La société française, l'État français a parfaitement les moyens de rétablir l'ordre, de rétablir la justice, de bien fonctionner les institutions. Mais tout le monde, absolument, doit s'y mettre. Et des faits majeurs qu'on ne voyait pas, comme des incendies de voitures de police, comme des attaques contre les policiers, contre les gendarmes, comme des tentatives d'homicide, ça, ce sont des choses qui ne se voyaient pas et auxquelles, bien évidemment, il faut rapidement réprimer les choses pour que les règles du bon fonctionnement d'une société soient claires pour tout le monde. Alors, les temps changent, vous le disiez, le climat change aussi, on en vient directement au fond de vos dossiers, et on va commencer par EDF, parce qu'on a appris que 5 réacteurs supplémentaires vont devoir être mis à l'arrêt, 18 au total, ça fait un tiers du parc nucléaire. La question qui se pose, parce que l'hiver arrive, est-ce qu'on ne peut pas craindre une rupture d'approvisionnement en électricité? Alors, vous savez que... Non, je pense qu'on ne peut pas craindre puisque j'ai pris les dispositions nécessaires. Vous savez qu'en tant que ministre chargé de l'environnement, je suis également chargé de l'énergie et donc de la continuité d'approvisionnement et du bon fonctionnement du système énergétique. Donc il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement cet hiver? Il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement parce que j'ai pris les dispositions nécessaires avec les opérateurs énergéticiens, c'est-à-dire non seulement le principal opérateur EDF, mais aussi le responsable du réseau de distribution RTE, pour que les décisions de sûreté nucléaire qui ont été prises par l'autorité de sûreté nucléaire, et je précise au passage que la France a le meilleur système mondial de sûreté nucléaire, effectivement, 11 réacteurs sont en cours de contrôle, donc sont à l'arrêt, sur 58 réacteurs répartis sur 19 sites en France. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la loi de transition énergétique qui vient d'être votée avec la décision de baisser la part du nucléaire pour monter en puissance sur les énergies renouvelables va exactement dans la bonne direction. Et je vous annonce d'ailleurs que la semaine prochaine est rendu public ce qu'on appelle la PPE, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a demandé un travail considérable, des consultations du public. 7000 avis sont venus sur le site. Les entreprises ont été consultées, les opérateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la part du nucléaire dans la production d'énergie, pourquoi? Parce que les certificats nucléaires, elle va baisser la part du nucléaire. Elles arrivent en fin de vie. Et donc, ça sera plus coûteux d'investir dans la prolongation de certaines centrales que d'investir dans la montée en puissance des énergies renouvelables. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est le début de la fin du nucléaire? Non, ce n'est pas le début de la fin. C'est le nucléaire. C'est un héritage historique des choix qui ont été faits. Donc ces investissements doivent être rentabilisés. Donc la part du nucléaire va passer de 75% à 50% de la production d'électricité. C'est déjà une masse importante. Ça voudra dire que certains réacteurs devront être prolongés sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. À ce propos, parce que... Mais d'autres devront bien évidemment s'arrêter. Pourquoi? Parce que ça coûterait beaucoup plus cher. On les connaît déjà, ceux qui vont s'arrêter? C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui Mais d'autres devront s'arrêter, vous dites? Mais bien sûr, puisqu'ils arrivent en fin de vie. Vous savez, c'est 40 ans la durée de vie d'un réacteur. Alors justement, parce que ici même en février, vous nous disiez que vous étiez d'accord éventuellement, si l'autorité de sûreté nucléaire était d'accord, pour prolonger la durée de vie des réacteurs à 50 ans. Est-ce que ça tient toujours? Bien sûr. Malgré les problèmes? Mais ceux qui vont être prolongés sont ceux qui ne présentent pas de problème. On ne va pas arrêter des réacteurs qui sont parfaitement aux normes, qui fonctionnent bien, qui produisent de l'énergie. Je veille à ce que l'investissement qui a été fait par les Français grâce à leur facture d'électricité, quand même, je le rappelle, depuis des années, soit préservé et que les choix soient judicieux. Ce que je voudrais dire aux Français qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, l'éolien, la géothermie, le solaire, etc., produisent l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. 6 réacteurs, l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Et ceux qui ont opposé les énergies les unes aux autres, c'est ceux qui sont idéologiquement pour le tout nucléaire, ceux qui sont idéologiquement pour l'arrêt du nucléaire, font fausse route. Et ce que j'ai voulu faire dans la loi de transition énergétique, c'est justement... C'est un mix.
Voilà, c'est ne pas opposer les énergies les unes aux autres et c'est d'être le meilleur dans chacune de ces filières énergétiques. Et d'ailleurs, je vois à l'échelle mondiale, puisque je suis chargée des négociations sur le climat, on va en parler, que la France est en première ligne sur un certain nombre de nouvelles technologies. Et donc, poussons en avant cette nouvelle industrie. Avant de parler du futur qui crée des emplois. Du climat dans le monde. Je voudrais qu'on en vienne à un dossier qui empoisonne le gouvernement, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui a été l'un des feuilletons du quinquennat. Vous avez redit récemment que vous ne croyez pas du tout à ce projet. Manuel Valls vous a répondu mardi à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ma conception de l'état de droit, c'est ma conception de la République. Cet aéroport non seulement se fera parce que les électeurs le demandent, mais parce que c'est ainsi qu'on regarde l'avenir en face, c'est ainsi qu'on respecte les Français. Donc, Ségolène Royal, l'aéroport va se faire. Nous verrons. Nous verrons. Vous savez, moi, vous avez des doutes. je suis chargée. Moi, je me pose au niveau des principes, donc je ne suis pas mais là. Lui aussi, Manuel Valls, il y a eu un référendum, donc l'aéroport se fera. Oui, sauf que, voilà, on verra ce qu'il en sera. Moi, ma préoccupation, ma conception de la politique, ce n'est pas de prendre des postures, c'est de trouver des solutions. C'est une posture que prend Manuel Valls. Je n'attaque pas les uns les autres. Je sais pas, vous dites ça, je viens de le voir, c'est pour ça. Peu importe, je vous parlais tout à l'heure des postures pro-nucléaires ou anti-nucléaires. Et je dis, ma conception de la politique depuis toujours, c'est de trouver des solutions. C'est de ne pas d'opposer les uns aux autres, c'est de trouver des solutions. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais quel est le problème ? Quel est le problème ? Très simple, très simple. C'est qu'il faut des équipements. Donc ça, c'est vrai qu'il faut étendre le potentiel d'un aéroport sur ce territoire, mais il faut pouvoir le faire. Et intelligemment. Et deuxièmement, ma conception de la démocratie participative, c'est quoi ? C'est pas de consulter les gens en tout ou rien, oui ou non. Non, c'est de faire choisir entre différents projets. C'est ça le respect. Donc des le référendum qui a été organisé n'était pas la bonne question. Ce n'était pas la bonne question. C'est pas nouveau. Je l'ai dit toujours. C'était pas le choix que j'avais fait. Je le redis parce que c'est pas pour polémiquer avec le Premier ministre. Il faudrait un autre référendum alors. Attendez, c'est pas pour polémiquer avec le Premier ministre. Mais est-ce qu'il faudrait un autre référendum ? Je crois qu'il est très important si le système est bloqué, pourquoi pas ? Si le système est bloqué, on ne va pas rester sur un blocage où chacun pose sur ses... Là, on est bloqué. Là, on est bloqué. On est bloqué. Je ne vous le fais pas dire. Donc, il faut débloquer. Le Premier ministre a quand même dit qu'il faudrait évacuer, certes, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais en évitant les affrontements. Vous aviez dit qu'il y avait des risques d'affrontements. Il vous donne un peu raison, là, vous avez l'impression ? Oui, il vous a écouté. Il donne un peu raison. Et par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'exaspération, je pense qu'il a entendu ce que j'ai dit. Et ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à l'exaspération des policiers et des gendarmes, qui sont déjà concentrés sur des tâches extrêmement difficiles, je pense en effet que ce ne serait pas judicieux de mobiliser des forces de l'ordre aujourd'hui pour défendre un projet qui n'est pas défendable et pour lesquels il y a d'autres solutions plus intelligentes et plus pragmatiques. Et peut-être un autre référendum. Et j'espère qu'un jour, je pourrai vous démontrer que j'avais raison. La COP21, ça y est, l'accord est signé par plus de 50% des pays. Vous avez porté ça pendant des mois. On sait qu'il y a plusieurs choses. Baisser la température, par exemple, ça a été ratifié, donc on l'a dit, et ça va entrer en vigueur, là, très bientôt. Est-ce que c'est une victoire personnelle pour vous ? C'est d'abord une victoire collective, c'est-à-dire... Vous êtes fier de ça ? Je suis fier, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est ça que je vous demande. Parce que quand je suis arrivée à la présidente de la COP et que j'ai dit je vais tout faire pour que cet accord rentre en vigueur avant la fin de l'année, tout le monde était très dubitatif en me disant mais non, mais il ne faut pas dire des choses pareilles puisque l'accord précédent sur le climat, le protocole de Kyoto, avait mis 7 ans pour être ratifié. Et donc, ce qui est formidable aussi, c'est que de grands pays comme les États-Unis d'Amérique et la Chine, qui sont les deux grandes nations les plus polluantes, ont décidé aussi de ratifier. Donc, il y a eu un leadership très fort. Il y a eu le leadership du président de la République française, d'ailleurs, qui a été reconnu par le secrétaire général des Nations Unies. Et ce que j'ai réussi à faire, disons, c'est de trouver une ingénierie du fonctionnement de l'Union européenne qui avait prévu 3 ans pour ratifier et en quelques mois, j'ai pris mon bâton de travail, je suis allé voir les uns et les autres. Au passage, Ségolène Royal, et j'ai réussi à convaincre. C'est à mettre au bilan positif du quinquennat, cette COP21. Ça peut être un bon argument pour François Hollande s'il veut se représenter, non ?
C'est un élément positif parce que personne. Pour se représenter, s'il veut se personne représenter, n'y croyait. François Hollande, il peut partir là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse. Vous êtes malin dans votre question. Je ne pense pas qu'on puisse instrumentaliser les réussites de la France pour justifier tel ou tel. On y reviendra. D'ailleurs, ce n'est pas le moment. Mais c'est vrai. Je peux vous dire que quand je suis dans les réunions internationales, la France est regardée avec gratitude, avec considération et avec respect, parce que ce qui s'est passé là, ces trois choses qui ont guidé mon action en tant que présidente de la COP pour obtenir ces résultats, c'est l'urgence climatique. On ne pouvait pas dire il y a une urgence climatique, il y a des dégâts considérables, et ne pas faire l'urgence de la ratification. C'est la justice climatique, parce que c'est comme ça qu'on réussira à sortir les pays pauvres de la pauvreté, et donc de mettre fin aux migrations de la misère. Donc il y a un lien très étroit entre le climat et la sécurité. C'est l'efficacité climatique, parce que ça débouche sur des activités, sur des emplois, sur des entreprises nouvelles. On va y revenir. Donc vous voyez, il y a trois piliers extrêmement enthousiasmants. Parce qu'on va parler des polémiques au gouvernement, la gauche qui se divise, une ambiance de fin de règne. Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde, est avec nous ce midi pour en parler. Bonjour Françoise. Bonjour Francis, bonjour Ségolène Royal. François Hollande, candidat à sa succession, les doutes sont dans tous les esprits, dans celui des Français en premier lieu. D'ailleurs, on en a interrogé quelques-uns et vous verrez, eux, ils parlent de vous. À un certain nombre d'erreurs précédentes et ne peut qu'ajouter au désarroi de ceux qui votaient pour le Parti socialiste. Tout ce qu'il dit dans son livre, il y a des choses qui sont plus ou moins confidentielles et qu'il n'aurait pas dû expliquer avant au moins les élections présidentielles. Ça m'a pas affecté plus que ça, les sorties du livre. C'est pas le rôle d'un président, il faut qu'il reste à sa place. C'est un homme qui sort de l'ordinaire, sinon il ne serait pas président. Il ferait mieux de rebrousser chemin et de laisser quelqu'un d'autre à sa place, quoi. Macron est un garçon qui a certainement du talent, mais qui n'a pas les épaules pour l'instant, je pense, pour briguer la présidence de la République. J'aimais bien Valls, mais bon, il sera dans l'ombre parce qu'il ne peut pas s'assumer, c'est dur. Montebourg, je l'aime bien parce que justement, il me parle plus. Après, je ne sais pas si les Français vont vouloir voter pour quelqu'un justement plus à gauche. Macron, moi, c'est celui qui me déplairait le moins. Je ne vois pas vraiment de personnages qui puissent être de premier plan et remporter les présidentielles pour le Parti socialiste. Elle fait partie des présidentiables possibles ayant une chance. Ça aurait pu être même une très bonne présidente, je pense qu'elle avait l'étoffe. On y a cru quand elle s'est présentée en 2007, mais rapidement, on a oublié sa compétence. Je pense qu'elle est trop effacée au niveau du gouvernement. On la voit quasiment jamais. Elle est juste ministre de l'écologie. Je pense pas qu'elle marquera au niveau des jeunes. En tout cas, c'est pas vers elle qu'ils se tourneront. Elle a une prestance, elle sait parler. Bon, pourquoi pas? Vous voyez, il n'y a pas que les journalistes qui disent qu'éventuellement vous pourriez être candidate 10 ans après 2017. Mais Françoise va vous en dire plus là-dessus. Oui, il y a quand même des éléments objectifs. Vous avez une très bonne cote de popularité, 45% dans un récent baromètre, alors que François Hollande est vraiment en grande difficulté. Donc toute la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes un recours? Est-ce que vous pourriez vous présenter à l'élection présidentielle? Oui ou non? Écoutez, de toute façon, le moment n'est pas venu d'aborder la question de l'échéance présidentielle. Mais vous entendez ce qui se passe chez les socialistes cette semaine, c'est terrible. Non, mais que les questions soient légitimes, ça je n'en disconviens pas. Mais la responsabilité de ceux qui gouvernent, c'est de gouverner jusqu'au bout et d'assumer leurs responsabilités. Vous parlez souvent, à juste titre d'ailleurs, du fossé qui se creuse entre les citoyens et leurs gouvernants. L'anticipation des échéances électorales, c'est ce qu'il y a de pire pour les citoyens. Donc, la date a été fixée par le président de la République lui-même. Il a dit qu'il parlerait début décembre. Mais c'est très Cette bientôt. date va être maintenue, vous pensez? Oui, bien sûr. Et vous, d'ici là, vous interdisez de parler, mais ça veut dire que vous y réfléchissez quand même ou pas? Je viens de vous répondre. Le problème des itinéraires personnels ne compte pas. Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est la situation du pays. Quels sont les points forts de la France? Quels sont les points faibles de la France? Et ce que dira le président de la République en exercice début décembre, puisqu'il a dit à ce moment-là qu'il s'exprimerait devant les Français pour dire si oui ou non. Et là, ça déterminera éventuellement votre choix. Candidat. Avez-vous lu le fameux livre « Un président ne devrait pas dire ça » qui a suscité un énorme rebondissement chez les socialistes qui ne comprennent pas que ce livre soit sorti? Non, je n'ai pas lu ce livre. Vous voulez pas le lire?
Je n'ai pas lu ce livre parce que je considère que ma tâche, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas pour éviter vos questions que je dis cela, mais c'est vraiment une conviction très profonde. Bien François Hollande. Écoutez, la masse de travail que j'ai pour régler les problèmes du climat à l'international, pour régler la transition énergétique française, pour régler l'application de la loi biodiversité, les territoires énergie positive, ce qu'on disait tout à l'heure sur les questions énergétiques, la question de la mer aussi et de l'océan. J'ai une masse de travail et ma façon d'aider le mieux l'équipe plutôt responsabilité et d'aider en même temps la France, c'est de bien faire mon travail. Mais il y a une chose sur laquelle vous pouvez... Je le fais le mieux possible. Il y a une chose sur laquelle vous pouvez nous éclairer les Français. Vous connaissez très très bien François Hollande. Comment est-ce qu'il a pu se laisser aller à autant de confidences? Je ne le sais pas. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Je pense que la responsabilité des dirigeants, je vous le dis, c'est de faire en sorte que les responsabilités dont ils sont dépositaires soient utilisées le mieux possible et jusqu'au bout de leur mandat. Là, ça n'a pas été le cas. Aux attentes des ça n'a pas été le cas. Les attentes des Français, c'est d'abord le rayonnement de la France, l'importance de la capacité, qu'ont la capacité des entreprises de créer des activités et des emplois. Sur ce domaine-là, je peux vous dire, puisque je me déplace beaucoup à l'échelle planétaire compte tenu de mes responsabilités, c'est que le regard sur la France est un regard... Justement, ce qui est en cause avec ce livre, c'est quand même aussi la stature présidentielle. Écoutez un de vos amis, Jean-Pierre Mignard, qui déclare « Je souhaite que François Hollande évite l'humiliation ». Autrement dit, il est en train de dire « Il vaut mieux pas qu'il se présente parce qu'il va être humilié ». Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous réagissez à ça, vous? Mais les choses sont extrêmement simples. Il suffit d'attendre un peu plus d'un mois pour voir début décembre. Mais à ce moment-là, je suppose que le président de la République rendra compte de son mandat, dira comment il évalue la situation. Par rapport aux engagements qu'il a pris, est-ce que ces engagements ont été tenus totalement, partiellement, pas du tout? Vous attendez vraiment ce bilan. Et quelles sont les conséquences qu'il en tire, y compris par rapport à la capacité de rassembler ou de ne pas rassembler? Vous lui conseillez, vous, de se représenter, ou est-ce que vous lui conseillez de dire il vaut mieux pas y aller tellement c'est dégradé? Je crois que dans le contexte, et j'ai eu l'occasion de le dire, ceux qui lui ont conseillé, par exemple, de se précipiter pour faire barrage à un tel ou à un tel ont tort, parce qu'un président de la République, comme un responsable gouvernemental, doit être à sa tâche jusqu'à la fin de son mandat. C'est comme cela que je conçois la responsabilité politique. Il a lui-même fixé les dates. Après, c'est une décision intime de relation entre un chef de l'État. Il y a une distinction entre la personne et la fonction. Vous savez, cette double existence, c'est quelque chose qui structure les institutions. Il y a le chef de l'État d'un côté et il y a la personne. Et donc, le chef de l'État, la conception que je me fais de la mission de chef de l'État, et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, le chef de l'État viendra début décembre et je me garderai bien de donner le moindre conseil. Manuel Valls, en tout cas, parce que je pense que c'est une décision non seulement intime, une décision de responsabilité politique devant les Français. Mais intime aussi. Un président de la République a un lien avec le peuple français. Il doit rendre des comptes à ce peuple français, dire comment il conçoit les choses et annoncer à ce moment-là sa décision. Il y a un homme quand même qui se prépare, qui semble accélérer, c'est Manuel Valls. Est-ce que ça vous agace et est-ce que si Manuel Valls s'engage trop, vous pourriez essayer de le contrer, vous? Mais je n'ai pas le sentiment que Manuel Valls accélère. Peut-être qu'autour de lui, vous savez, il faut toujours se méfier des entourages. Peut-être qu'autour de lui, certains ont envie qu'il accélère. Mais là aussi, ce serait une fort mauvaise stratégie, puisque les échéances sont là en décembre. Et après, quelle que soit la décision, il faudra de toute façon rassembler, rendre des comptes sur la situation de la France. Il y a beaucoup de choses d'autres qui n'ont pas réussi. Donc il faut la vérité, la clarté, la simplicité, la transparence de l'état des lieux et la justification de la décision qui sera prise. Rendez-vous en décembre et à ce moment-là, tout est ouvert, vous n'excluez rien. C'est Manuel Valls non plus. Je n'aborde pas ce sujet-là. Ce serait contradictoire de vous dire ça et ça. Je n'aborde pas ce sujet-là. Mais vous ne dites plus non. Il y a quelques mois, vous disiez non. Mais si je vous dis non, on dira, ça y est, Ségolène Royal se positionne.
Mais non, je ne refuse d'entrer dans cette stratégie puisque c'est la parole que j'ai dite, c'est la conception que j'ai de l'enchaînement des événements politiques et c'est la conception que j'ai du rôle du chef de l'État et du rôle des membres du gouvernement. Merci Françoise d'être venue sur le plateau de Dimanche en politique. On en parle beaucoup du démantèlement de la jungle de Calais. Il y a des oppositions dans certaines communes, il y a des communes où ça marche mieux. Est-ce que ces oppositions dans les petites communes rurales qui vont voir arriver des migrants, parfois un tiers de la population, ça arrive, c'est justifié ou pas à vos yeux, ces inquiétudes? Il faut que les choses soient bien préparées. Et comme vous le dites à l'instant, dans certains endroits, ça se prépare bien. Il faut que les structures d'accueil soient bien anticipées. Il faut que la population soit bien associée. Et c'est pas toujours le cas. Et dans les communes où ça se passe bien, c'est parce qu'il y a aussi une mobilisation des enseignants, de l'école, de l'accueil à l'école, parce que l'intégration, elle se fait d'abord par l'école, par les jeunes générations. Il y a ensuite des personnes qui vont arriver, qui ont des compétences professionnelles, qui peuvent être valorisées. Et donc, il faut regarder l'arrivée de ressources humaines de façon positive, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit bien préparé, bien anticipé, bien co-construit avec les habitants concernés de ces villages. Ça n'est pas facile. Une autre question. Ça n'est pas facile. Une autre question importante. Le CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Manuel Valls était au Canada la semaine dernière pour défendre le texte. Nicolas Hulot dit, il faut arrêter le CETA parce que ça n'est pas climato-compatible, ça n'est pas cohérent avec la COP21. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes pour ou contre ce CETA? Je suis pour si, effectivement, les questions environnementales sont bien prises en compte. C'est ce qui va être fait, je l'espère. Mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est pas tout à fait le cas. Disons qu'il y a des clarifications à faire. Donc aujourd'hui, c'est bien de bloquer? Non. Je vais vous dire, les discussions continuent. C'est une bonne chose que la clarification se fasse, car le CETA a été négocié avant l'accord de Paris sur le climat. Depuis, il y a eu l'accord de Paris sur le climat. C'est pas Justin Trudeau qui a débuté les négociations climatiques. On avait auparavant un Canada qui est très anti-climat. Aujourd'hui, on a Justin Trudeau qui a ratifié l'accord de Paris, qui a été une force motrice pour cet accord de Paris. Donc ça change tout. Ça change tout. Mais il faut bien expliquer, et j'espère que Nicolas Hulot sera rassuré, quand on aura vraiment la clarification, et c'est le cas, que l'accord de Paris s'impose au CETA d'une part, et que par exemple, il ne sera pas possible d'importer en France, ça j'y veille tout particulièrement, des gaz de schiste ou du pétrole issu des sables bitumineux, parce que ça, ce sont des catastrophes écologiques. C'est entendu. On va terminer, on a 40 secondes, avec votre instantané. Vous savez, l'image qu'on demande à l'invité, et vous nous avez envoyé une image qu'il va falloir que vous nous commentiez, parce que nous, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc c'est la route solaire que j'inaugure lundi. C'est une révolution technologique dans l'Orne. Donc c'est le ministère qui a financé cette initiative scientifique technologique. C'est un saut technologique majeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, si au lieu de recouvrir une route par de l'enrobé, on la couvre avec les panneaux photovoltaïques là qui sont fabriqués dans l'Orne et soutenus donc par le département de l'Orne. On créera de l'électricité. On créera de l'électricité et une route solaire. Donc nous allons construire 1 kilomètre de route solaire pour démontrer, comme démonstrateur, qui produira l'électricité à 5000 personnes. Et donc, cette révolution technologique qui peut aussi servir en Afrique, là où il y a un gros problème d'accès à l'électricité et donc des problèmes de misère et de migration, ça voudra dire qu'on peut à la fois refaire les routes et en même temps produire de l'énergie. Merci Ségolène Royal.